Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Cette raciste arrogante a reçu une correction pour avoir osé humilier un homme noir devant chez lui. Willow Creek, une banlieue cossue du Maryland, semblait tout droit sortie d'un catalogue immobilier de luxe. Les rues, larges et impeccablement entretenues, étaient bordées de chênes centenaires dont les branches formaient un plafond végétal apaisant. Les pelouses, tondues au millimètre près, exhibaient une perfection presque anxiogène, comme si chaque brin d'herbe avait été discipliné. Les maisons, quant à elles, affichaient fièrement une esthétique uniforme. Façades en briques claires, volets blancs, drapeaux américains flottant doucement au vent. Ce décor paisible respirait la sécurité, la réussite, mais aussi un conformisme rigide. C'est dans cet environnement que vivait Marcus Bennett, un homme noir de 42 ans, discret, raffiné et profondément cultivé. Architecte d'intérieur à la réputation nationale, il avait également enseigné pendant plusieurs années à l'Université Howard, une institution prestigieuse historiquement noire. Il avait collaboré avec des musées, des galeries, et signé des projets pour des personnalités publiques. Mais au-delà de sa carrière brillante, Marcus était avant tout un père dévoué, veuf depuis 6 ans, qui élevait seul sa fille Amaya, une jeune fille vive, curieuse et passionnée de dessin. Leur maison, en pierre grise élégamment patinée par le temps, tranchait légèrement avec l'uniformité du voisinage. C'était la seule du quartier à avoir une véranda blanche encerclée de plantes grimpantes, et une balançoire suspendue à un grand érable sur le côté. Un détail charmant, mais qui attirait parfois des regards que Marcus savait décrypter. Malgré ses réussites, il avait toujours senti qu'il n'était pas totalement à sa place aux yeux de certains. Ce n'était jamais dit à voix haute. C'était dans les pauses trop longues quand il se présentait aux voisins, dans les questions sous-entendues sur comment il avait pu s'offrir une maison ici, ou encore dans les regards étonnés lorsqu'il promenait son chien le matin. Il ne s'en plaignait pas. Il avait appris, comme tant d'autres hommes noirs dans des espaces trop blancs, à porter la réussite comme une armure. À être irréprochable. À ne pas hausser la voix. À sourire avec retenue. À anticiper les soupçons avant qu'ils ne se forment. Marcus n'attendait plus d'être pleinement accepté. Il exigeait seulement d'être respecté. Ce mardi-là, en fin d'après-midi, il revenait d'un rendez-vous avec des clients dans le centre de Washington. Il portait un costume bleu nuit bien taillé, sans cravate, et ses lunettes de soleil posées sur sa tête témoignaient de la lumière déclinante. Il gara sa Tesla noire, silencieuse, dans l'allée de sa maison. Il jeta un coup d'œil à la maison voisine. Tout semblait calme. Amaya était chez une camarade de classe pour travailler sur un projet scolaire. Il se sentait détendu, prêt à préparer un dîner simple et à profiter d'une soirée tranquille. Mais en sortant de sa voiture, il aperçut une silhouette familière sur le trottoir, Karen Whitmore. Une femme blanche d'environ 55 ans, mince, tirée à 4 épingles, avec ses cheveux blonds noués en un chignon strict et une attitude de contrôle permanent. Elle tenait une tasse en céramique dans une main, son regard aiguisé scrutant le moindre détail du paysage, comme si le quartier était un musée sous sa garde. Karen était connue pour sa manière passive-agressive d'interagir avec les autres voisins. Les chiens qui aboyaient trop fort, les enfants qui jouaient trop bruyamment, ou les visiteurs mal garés avaient déjà eu droit à ses remarques déguisées en préoccupations communautaires. Mais avec Marcus, son ton n'était jamais déguisé. Il sentait son hostilité, cette énergie froide et suspicieuse qu'elle ne prenait même pas la peine de masquer. Dès qu'elle le vit sortir de sa voiture, elle posa sa tasse sur la rambarde de son Porsche et traversa lentement la pelouse jusqu'au trottoir, d'un pas décidé. « Excusez-moi. Puis-je vous demander ce que vous faites ici ? Ce quartier est réservé aux résidents. » Marcus se redressa, légèrement pris de court par la brutalité de la question. Il répondit calmement, posément. « J'habite ici, madame. C'est ma maison. » Karen fronça les sourcils, comme si cette réponse ne collait pas à ce qu'elle voulait entendre. Elle jeta un regard rapide à la voiture, puis à Marcus, comme si elle cherchait la faille. Elle sortit alors son téléphone de sa poche arrière. « C'est drôle, parce que je ne vous ai jamais vu ici. Je vais appeler la sécurité. Vous ne pouvez pas simplement traîner devant les maisons des gens comme ça. » Un mélange de colère et de lassitude monta dans la poitrine de Marcus, mais il la contint. Il inspira doucement, puis répondit. « Madame, je suis chez moi. J'ai les clés dans la main, mes papiers sont dans la boîte à gants. Je vous conseille de ne pas aller plus loin. Ce genre d'accusation peut vous coûter cher. »
Mais Karen ne semblait pas entendre. Elle leva son téléphone et commença à filmer. Oui, regardez-le bien. Il devient agressif maintenant. Ça va se retrouver sur Facebook, je vous le garantis. Je ne laisserai pas ce genre de comportement passer. Je connais mes droits. Elle recula de quelques pas, tenant son téléphone comme un bouclier, persuadée d'être dans son bon droit. Ses yeux lançaient des éclairs de supériorité, comme si elle se nourrissait de cette scène, de cette confrontation. Marcus, debout dans son allée, les clés de sa maison dans une main, la veste de son costume ouverte sur une chemise impeccable, ressentit une profonde indignation. Mais il ne cria pas. Il ne réagit pas avec la colère que Karen semblait espérer. Au lieu de cela, il sortit calmement son téléphone et composa un numéro. Très bien. Appelons quelqu'un qui, lui, sait exactement qui je suis. À 2 maisons de là, Ryan Mitchell venait tout juste de refermer la porte de son garage, une poussette dans une main, son fils endormi sur l'épaule. Il s'arrêta en entendant la voix stridente de Karen Whitmore flotter dans l'air tiède de la fin de journée. Lorsqu'il tourna la tête, il aperçut la silhouette droite de Marcus, debout dans son allée, et Karen, menaçante, un téléphone brandi à bout de bras. Ryan fronca les sourcils. Il connaissait Marcus. Pas intimement, mais suffisamment. Ils s'étaient croisés plusieurs fois lors de réunions de l'association de quartier, échangé quelques mots au parc ou lors de la collecte annuelle de jouets pour les enfants défavorisés. Il savait que Marcus était un homme droit, posé, qui ne cherchait jamais le conflit. Il savait aussi que Karen était, disons, zélée. Ryan ressentit un pincement de gêne. Il voulait intervenir, dire quelque chose, mais une voix intérieure le retenait. Et si ça dégénérait? Et si Karen retournait la situation contre lui? Et si ce n'était pas son affaire? Le dilemme moral le paralysa. Il posa son enfant dans la poussette, les yeux rivés sur la scène, comme figé par la honte de son propre silence. Pendant ce temps, Karen, en pleine montée d'adrénaline, jubilait presque. Elle sentait que la scène lui échappait, que Marcus ne se laissait pas intimider, mais elle s'accrochait à son autorité imaginaire comme à une bouée de sauvetage. « Je ne vais pas laisser des gens comme vous empoisonner notre environnement », lança-t-elle, les lèvres retroussées en un rictus de supériorité. « Vous avez peut-être volé cette voiture. Ou copié la clé de cette maison. Qui sait? Vous êtes malin, j'en suis sûre. » Sa voix avait baissé d'un ton, devenant plus menaçante, presque intime. Il y avait dans sa manière de parler une haine ancienne, enracinée, que même elle ne semblait pas pleinement mesurer. Un silence glacial se installa dans la rue. On entendait seulement les feuilles bruissant doucement dans les arbres, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Marcus inspira profondément, ses mâchoires contractées. Il se tourna lentement vers sa voiture, ouvrit la portière, et sortit son téléphone. Il composa un numéro, sans un mot, sans regarder Karen. Quelques minutes plus tard, les premiers voisins commencèrent à sortir sur leur porche. Certains avaient tout vu depuis leurs fenêtres, d'autres arrivaient, attirés par la tension dans l'air. Les regards convergèrent vers Karen, puis vers Marcus. Le murmure collectif d'un quartier qui comprend qu'un moment de vérité se joue commença à se répandre comme une onde silencieuse. Puis, 10 minutes plus tard, une voiture de police noire banalisée entra dans Willow Creek. Sa présence, inhabituelle dans ce quartier feutré, suscita un frisson d'inquiétude parmi les résidents désormais attroupés à bonne distance. La portière s'ouvrit, et 2 officiers en sortirent. Le premier, capitaine Elia Ward, noir, dans la cinquantaine, dégageait une autorité tranquille. Son allure était droite, ses traits marqués mais bienveillants. Il portait un costume sombre, une chemise sans cravate, et marchait avec assurance. À ses côtés, l'agent Castillo, un homme latino au regard analytique, sortit son carnet. Elia marcha directement vers Marcus, ignorant totalement Karen, et lui tendit la main avec un grand sourire. « Marcus, c'est bon de te voir, frère. Tu travailles encore sur ce projet pour le musée Smithsonian? Ma femme n'arrête pas d'en parler. » Karen Blamey. Le sang sembla quitter son visage. Elle se tourna vivement vers les 2 policiers, pointant Marcus d'un doigt accusateur. « Officier, c'est lui. Il était devant cette maison sans raison. Il m'a menacé quand j'ai essayé de lui parler. Vous devez vérifier s'il dit vrai. » Elia perdit aussitôt son sourire. Il se tourna lentement vers elle, la jaugeant de haut en bas.
Madame Whitmore. dit-il, d'un ton sec. Je connais cet homme depuis plus de 20 ans. Il a enseigné à l'université Howard. C'est un professionnel respecté, propriétaire de cette maison. Et je peux vous dire qu'il n'a pas volé cette voiture ni copié aucune clé. Karen recula d'un pas, son téléphone toujours dans la main, désormais tremblante. Mais, je faisais juste mon devoir. Il avait une attitude suspecte. Je défendais la sécurité du quartier. L'agent Castillo, stoïque, notait tout dans son carnet. Elia, lui, croisa les bras et reprit. Ce que vous venez de faire s'appelle une accusation infondée basée sur des stéréotypes raciaux. Nous pourrions vous inculper pour harcèlement racial et fausses déclarations à la police. Mais, je ne voulais pas. Je vous laisse une seule chance, Madame Whitmore. Présentez vos excuses. Sincèrement. Karen fixa le sol. Elle sentait les regards peser sur elle, ceux des voisins qui, jusque-là, avaient peut-être fermé les yeux, mais qui assistaient aujourd'hui à son humiliation publique. Sa voix se brisa. Je suis désolé. Marcus la regarda, impassible. Il avait rêvé d'un moment comme celui-ci, où la vérité éclaterait sans qu'il n'ait à s'abaisser. Il hocha lentement la tête, puis répondit, d'un ton calme mais ferme. Gardez vos excuses. Ce n'est pas la première fois, et ce ne sera probablement pas la dernière. Mais cette fois, je vais aller plus loin. Il se tourna vers l'agent Castillo. J'aimerais déposer une plainte formelle pour harcèlement racial. Dans le silence qui suivit, même Ryan Mitchell s'approcha, visiblement bouleversé, et dit d'une voix hésitante. Marcus, je suis désolé de ne pas être intervenu plus tôt. Je vous soutiens. Et je ne suis pas le seul. Un murmure d'assentiment parcourut le petit groupe de voisins rassemblés. La peur avait changé de camp. Le lendemain matin, Marcus se présente calmement au commissariat du district pour déposer une plainte officielle contre Karen Whitmore pour harcèlement racial et fausses déclarations. L'accueil est professionnel mais tendu. Certains agents semblent gênés de le voir là, d'autres le saluent avec respect. Elia Ward est déjà sur place, prêt à attester des faits. À ses côtés, Ryan Mitchell, visiblement ému, tient dans ses mains une clé USB contenant la vidéo de la scène, filmée discrètement depuis son Porsche. On y entend clairement les paroles de Karen, sa posture accusatrice et l'intervention calme mais décisive du capitaine Ward. La vidéo, transmise à la police mais aussi à un journaliste local, fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Le visage de Marcus, calme, digne, face à une accusation absurde, devient une image symbole. Dans l'après-midi, un reporter de la chaîne WBN News se présente devant la maison de Marcus, accompagné d'une petite équipe. Sous le soleil de fin d'été, entouré de voisins désormais silencieux mais attentifs, Marcus accorde une interview émouvante sur sa pelouse, debout devant son perron. « Je ne cherche pas la vengeance. Je cherche la reconnaissance. Celle de ma dignité, celle de notre droit à exister, à appartenir à ces espaces sans être constamment remis en question. » Les images, diffusées le soir même, suscitent une onde de choc national. D'autres témoignages affluent. Des hommes et femmes noirs, dans des quartiers résidentiels partout aux États-Unis, racontent des expériences similaires, des regards suspicieux, des interpellations injustifiées, des remarques voilées de racisme. Une semaine plus tard, Marcus annonce la création d'une fondation nommée Right to Belong. L'organisation a pour but de accompagner juridiquement les victimes de harcèlement raciste dans les quartiers résidentiels, organiser des ateliers de sensibilisation pour les associations de quartier, les écoles et les comités de voisinage, créer des espaces de dialogue entre communautés pour déconstruire les préjugés, lancer des programmes éducatifs sur l'histoire des migrations, des droits civiques et des constructions raciales. Des dons affluent dès les premiers jours. Des universitaires, des artistes, des anciens combattants, des familles ordinaires apportent leur soutien. Marcus refuse tout traitement de victime. Il se présente comme un bâtisseur d'avenir. Amaya, sa fille adolescente, l'aide à concevoir le logo de la fondation, deux mains entrelacées formant la silhouette d'une maison. Pendant ce temps, Karen Whitmore vit une chute publique brutale. La vidéo ne ment pas, et les mots qu'elle a prononcés résonnent durement dans l'opinion. Le conseil de quartier organise une session exceptionnelle. Elle en est exclue à l'unanimité. Ses amis de tennis ne répondent plus à ses messages. Le groupe Facebook privé du quartier la retire sans explication.
Des lettres anonymes, parfois haineuses, parfois simplement désapprobatrices, s'accumulent dans sa boîte aux lettres. Dans une interview accordée à une chaîne locale quelques semaines plus tard, Karen tente de se défendre. « J'ai simplement voulu protéger mon quartier. J'ai réagi comme n'importe qui l'aurait fait. » Mais ces paroles sonnent creux. 6 mois plus tard, elle vend sa maison dans l'anonymat le plus complet et quitte le quartier sans même un au revoir. 1 an plus tard, le soleil brille sur une grande place inaugurale au cœur du quartier, là où un terrain vague et abandonné servait autrefois de dépôt. Une foule nombreuse s'est rassemblée pour assister à l'inauguration du centre communautaire Harold Green, du nom du père de Marcus, vétéran décoré de la guerre de Corée, charpentier et homme de principe, qui lui avait appris à marcher la tête haute, quoi qu'il arrive. Le bâtiment, moderne, lumineux, orné de fresques peintes par des artistes locaux, abrite désormais une salle polyvalente pour les ateliers de la Fondation, une bibliothèque dédiée aux luttes pour les droits civiques, un espace de médiation citoyenne, et un studio numérique pour les jeunes du quartier. Sur le podium, face à une assemblée attentive, Marcus prend la parole. Il respire profondément, regarde autour de lui les enfants qui jouent, les anciens qui sourient, les journalistes qui enregistrent, puis fixe Amaya, assise au premier rang, qui lui adresse un clin d'œil fier. Ce qui m'est arrivé ce jour-là n'était pas un accident. C'était le produit d'un système trop habitué à juger avant de connaître, à exclure avant de comprendre. Mais vous savez quoi ? Ce que vous faites avec l'injustice compte plus que ce que l'injustice vous fait subir. Vous pouvez choisir de courber l'échine ou de construire. Moi, j'ai choisi de construire. Un tonnerre d'applaudissements s'élève. Les cameras capturen l'instant. Marcus descend de l'estrade, serre des mains, enlace une vieille voisine qui lui murmure « Merci pour votre courage ». Et au loin, Ryan Mitchell, tenant son fils désormais plus grand par la main, regarde la scène, le cœur gonflé de fierté, se disant que, cette fois, il n'a pas été silencieux.